Bonjour! Dans le cadre de la série sur l'art américain qui avait été présentée à l'hiver 2017 au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, entre autres, il y avait été question de plusieurs grands artistes des 18, 19e, 20e siècle. Et parmi ceux-ci, Norman Rockwell, sa vie et sa carrière avaient été abordées. Cet homme, illustrateur américain, né à New York le 3 février 1894, qui va mourir à Stockbridge dans le Massachusetts en 1978 à 84 ans, est un artiste très, très représentatif de l'Amérique de son époque, de sa culture et de ses vices aussi, donc représentant inlassablement tous les aspects de la vie américaine du 20e siècle. Il a produit certaines des icônes de l'américanisme, du rêve de l'Amérique moyenne, le rêve américain. Et il démontre vraiment tout au long de sa carrière l'envie de représenter la réalité, la quotidienneté, le monde ordinaire, la société dans laquelle beaucoup se seront reconnus, ce qui lui a assuré une popularité de masse. Bref, il a montré très, très tôt donc des prédispositions pour le dessin qui vont l'amener précocement, déjà à l'âge de 18 ans, à entreprendre une carrière d'illustrateur dans différents périodiques, dont Boys Life, des scouts, avec des images évidemment très idéalisées, aux fortes valeurs patriotiques. Jusqu'aux fameuses couvertures du Saturday Evening Post, ce journal familial et populaire qui propose des articles d'actualité sociale dont il a réalisé les plus célèbres illustrations et toutes les couvertures de 1916 à 1960, donc une grande partie de sa carrière. Dans ses œuvres, Rockwell s'avère toujours un maître, narrateur. Dans ses œuvres, il y a toujours quelque chose qui se produit. Le temps est bien campé, ce qui est arrivé, ce qui est en train d'arriver et même ce qui va arriver. Il y a toujours le temps un peu suspendu. Comme dans cette œuvre No Swimming, où on retrouve trois garçons déshabillés avec un chien à la course qui passe devant une affiche mentionnant l'interdiction de se baigner, qu'ils ont évidemment ignorés. Donc, on peut imaginer qu'ils se sont baignés, qu'ils sont maintenant poursuivis. Voilà. Donc, il y a toute cette narration à une seule image fixe. C'est assez fascinant chez lui. Il y a un passé, un présent et un futur dans toutes ces petites histoires anecdotiques. Dans les années 20, les années 30, 40, 50, il est l'artiste vivant le plus populaire aux États-Unis. C'est un statut qu'il conservera toute sa carrière. Rockwell cherche l'émotion chez le spectateur. Il veut le faire rire, il veut le faire sourire, il va mettre plein d'emphase sur les détails, les visages, les expressions. Donc, toute l'histoire se lit comme ça sur les traits, sur les gestes de ces personnages, nous donnant des petits indices sur les scénettes dont les histoires nous sont racontées comme ça en images. Rockwell travaille beaucoup à partir de la photographie, des photographies qu'il va prendre lui-même la plupart du temps et qu'il va reproduire par la suite sur toile en retraçant donc tous les éléments, souvent à l'aide d'un projecteur, ce qui va lui permettre de travailler avec des modèles choisis sans leur imposer des temps de pause trop longs. Donc, pas étonnant que l'Amérique se soit autant reconnue dans les scènes de Rockwell, c'est exactement et littéralement elle dont il s'agit. En fait, durant ces années d'illustrateur, entre autres de revues, il est régi par certaines lois écrites et certaines lois non écrites sur ce qu'il peut produire en couverture comme ça de magazine. Et une des lois non écrites du Saturday Evening Post à une certaine époque était qu'on ne pouvait représenter des membres de minorités visibles que dans des rôles malheureusement serviles, tel qu'il en a témoigné lui-même lors d'une entrevue plus en fin de carrière dans les années 70. Voici d'ailleurs donc des couvertures du Post de Rockwell qui respectent cette consigne, voilà, qui nous montre comme ça, comme dans Boy in Dining Car, un jeune garçon étudiant le menu qui est offert donc dans le train. Il a bien sa bourse dans la main. C'est lui qui attribuera la commande, c'est lui qui attribuera le montant aussi laissé au serveur noir qui attend un peu servilement, apparemment pour son plus grand bonheur. Effectivement, les magazines ont été très, très longs à montrer des images d'Afro-Américains inspirant le succès et les réussites sociales. En mai 1945, enfin, une édition du Time Magazine qui présente une couverture du joueur de baseball Jackie Robinson, le premier Afro-Américain à avoir fait la couverture du magazine. Il le refera en 1950 pour le Life Magazine.
Il fut aussi le premier Afro-Américain, bien sûr, à briser la barrière raciale du baseball professionnel pour les Brooklyn Dodgers, d'abord avec le club mineur aussi des Royaux de Montréal dès 1946. Puis dans les années 60, en pleine lutte pour les droits civiques, des articles vont commencer à apparaître sur des meurtres raciaux sordides, des articles sur la ségrégation aussi dans les écoles, des couvertures de la grande épopée de Martin Luther King. Donc enfin, les choses changeaient un peu dans les magazines américains. Mais quand même, se considérant toujours un peu limité et goûtant de plus en plus de toute façon au déclin de l'illustration au profit de la photographie qui était de plus en plus utilisée dans ces magazines. Et surtout, suite à l'arrivée d'un nouveau directeur artistique pour le Saturday Evening Post, donc Rockwell quitte le magazine en 61 et signe alors un contrat avec le magazine Look, qui lui propose un contrat de moins d'envergure parce qu'eux aussi utilisent la photographie, mais lui propose au moins une plus grande liberté dans ses productions. Et on remarque à ce moment-là dans la carrière de Rockwell que ses thèmes vont se faire plus engagés, plus politiques. Il a enfin cette liberté-là. Sa plus célèbre illustration pour ce magazine Look sera Notre problème à tous, une toile qu'il a ainsi nommée, qui est datée de 1963 et qui est parue dans le magazine en janvier 64. Cette scène-là est un emblème de la lutte contre la ségrégation pour les droits civiques qui mettait à l'époque l'Amérique à feu et à sang. En effet, elle a été réalisée par Rockwell en réaction aux lois ségrégationnistes qui sévissaient encore dans les États du Sud américains dans les années 50-60, qu'on a ces lois longtemps cherché à abolir. Entre autres, par le procès en cours du Brown versus Board of Education, un procès de 1954, une initiative judiciaire donc qui est parti d'un dénommé M. Brown du Kansas, qui désirait une bonne éducation pour sa petite fille noire et qui avait demandé à la Cour suprême, il s'était rendu jusque-là pour obtenir une autorisation d'envoyer sa petite fille à l'école blanche de son quartier plutôt qu'à l'école noire qui était beaucoup plus loin et qui était évidemment bien moins nantie et de moins bonne qualité. Après une bataille politique historique, la Cour va finalement consentir à l'unanimité à sa demande de M. Brown en 1954, une décision venant mettre une brèche majeure dans la ségrégation de l'État enfin. Donc, abrogeant la ségrégation dans les écoles qui était auparavant réservée aux Blancs et qui pouvaient, donc, suite à cette décision-là, possiblement ouvrir leurs portes aux communautés noires. Mais cela n'aura pas d'effet de loi avant plusieurs années. Les États du Sud avaient beaucoup de difficultés à accepter la chose. En 1956, on va décider qu'il faut procéder à la déségrégation raciale de toutes les écoles, entre autres à Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Et on commençait par les étudiants en première année, et ainsi de suite. Donc, ils vont monter de grade et on va toujours ajouter comme ça des étudiants dans les classes inférieures pour qu'elles soient éventuellement mixtes. On va choisir les premiers candidats pour cette expérience-là dans les garderies, donc pour les intégrer. Et c'est ainsi que la petite Ruby Bridge, 6 ans, l'une des 6 enfants noirs qui va être choisie, c'est pas tout le monde qui vont accepter, mais la famille de Ruby Bridge accepte et le 14 novembre 1960, 3 enfants vont entrer à la McDonald School et Ruby Bridge, elle, va à la William Friend School. Mais sous l'hostilité locale suite à cet amendement, beaucoup de parents blancs se sont soulevés, injuriant, retirant leurs enfants des écoles, si bien que la petite Ruby Bridge a dû être accompagnée par des marshals américains, donc des agents fédéraux du département de la justice, pour pouvoir se rendre vivante comme ça à l'école. Comme tous les premiers enfants ont dû le faire pendant un certain temps aussi. Choquant, Donc, Rockwell reprend l'événement, justement cet événement-là, dans un tableau saisissant, reprenant le déroulement de cette matinée mémorable puisqu'historique, en reprenant toute l'atmosphère électrique qui la caractérisa. Évidemment, un parcours qu'a dû suivre Ruby Bridge qui fut parsemé de cris, parsemé d'injures, avec des slogans atroces que les gens postés pouvaient sur leurs affiches ou pouvaient lui déclarer des slogans qu'on aurait honte de répéter même aujourd'hui. Charles Burks, qui était un des policiers, donc on retrouve dans le tableau, se souvient très bien, malgré tout, de cette enfant qu'il décrit si courageuse, marchant comme un petit soldat, en regardant évidemment devant elle.
Norman Rockwell, qui était gloire nationale en son pays à cette époque-là, avait décidé, donc avec ce tableau, de prendre position. Il avait voulu démasquer ce vice américain, ce côté sombre de l'Amérique, en faisant prendre conscience à ses concitoyens de la difficulté qui était encore présente à respecter la fin de la ségrégation raciale, en mettant en lumière le poids que devaient en subir les innocentes victimes. Même 6 ans après la décision de la Cour suprême de 1954, la réalité, et c'est ce que nous dit Rockwell, c'est que Ruby se doit se rendre à l'école entre 4 policiers blancs si elle veut se rendre vivante à l'école. Voir ainsi le poids de la haine d'une nation sur les épaules d'une petite fille comme ça de 6 ans, livrée au sarcasme à cause simplement de la couleur de sa peau, rejetée par des gens qui avaient peur du changement et qui agissaient par ignorance et qui haïssaient tout simplement ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, évidemment que ça n'avait pas le choix de créer une des images les plus troublantes peut-être de l'art américain. Une image qui a su serrer le cœur, qui a su troubler la conscience de la nation. Rockwell, l'anecdotique, le farceur, cette fois nous fait réfléchir, nous touche, nous trouble, nous émeut avec cette image. Et c'est d'ailleurs à la petite qu'il rend hommage, pas à l'agitation morbide et menaçante de cette journée, pas tellement aux Marshalls non plus. Le tableau est adapté à la taille de la petite. Il la présente totalement innocente, parfaite, le beau ruban blanc dans ses cheveux, sa belle robe blanche, ses beaux petits bas. C'est un événement important, elle a mis sa belle robe. L'histoire de l'Amérique fut pétrie pendant des années de telles histoires, de problèmes dans les autobus. On se souvient de Rosa Parks en 1955 qui refusa de laisser son siège à un blanc en Alabama. En 1962, l'Université du Mississippi qui refuse l'inscription de James Meredith dans leur université qui était alors réservée aussi aux Blancs, ce qui avait provoqué une émeute sanglante avant qu'il puisse finalement être intégré à l'université avec une escorte fédérale envoyée par John F. Kennedy. Des problèmes dans les manifestations pacifiques, surtout dans le Mississippi, les free rides, les marches de Washington en 1963, entre autres, où Martin Luther King va nous décrire son rêve de vivre dans une nation de tolérance, la marche de Montgomery en 1965, etc. Donc, Rockwell va nous en donner beaucoup d'images comme ça, donc, où il nous montre que les problèmes ne viennent pas évidemment des enfants, mais c'est le regard évidemment que la société a porté évidemment sur ça, qu'on leur a imposé et qui a créé finalement donc tous ces problèmes-là. En juin 1968, alors que Martin Luther King vient d'être assassiné en avril et que des émeutes agitent une centaine de villes américaines, Rockwell va se mettre à travailler sur un autre projet, toujours pour le look, qui présente 2 hommes, un blanc et un noir, battus puis tués dans une émeute, leur corps présenté parallèlement comme ça, baignant dans leur sang. Le sang qui se rejoint, le sang de ces 2 hommes qui se rejoignent dans une même mare. Rockwell montre ainsi la superficialité des différences raciales. Le sang des 2 hommes est le même, finalement. Le look n'utilisera pas son projet peut-être un peu trop controversé, mais il donna cette toile à un organisme de lutte pour les droits civiques. Et ce ne fut pas la seule œuvre qu'il va faire dans cette optique et qu'il va offrir comme ça aussi à des organismes pour financer justement la prise de conscience comme ça aux États-Unis. En 1969, ayant vécu le dernier quart de sa vie à Stockbridge, au Massachusetts, il décida de donner quelques-unes de ses pièces au Stockbridge Historical Society pour une exposition donc permanente de ses œuvres. Puis il va mettre sur pied une fondation pour préserver sa collection qui est devenue le Norman Rockwell Museum à visiter à Stockbridge. Il y meurt en 1978 à l'âge de 84 ans. Aujourd'hui, les œuvres de Rockwell valent plusieurs millions, 9, 10, 15 millions, chacune de ces pièces aujourd'hui. Parmi les grands collectionneurs des œuvres de Rockwell, notons le Metropolitan Museum of Art, les institutions de la Smithsonian, le National Portrait Gallery et des collectionneurs privés comme George Lucas, Steven Spielberg par exemple aussi. Bref, il fut l'un des grands artistes américains socialement impliqués, de cet artiste dont j'aime tellement parler, je le trouve pertinent. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Restez aux aguets, peut-être de futurs cours ou de futures capsules seront à venir. Sur ce, mes chers, je vous dis à bientôt.